Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, pour commencer, le premier vol reliant Antananarivo à Dubaï a traversé l'espace aérien de Madagascar ce jour. Un vol qui était autrefois un rêve, mais désormais devenu réalité et sera un facteur de développement rapide de l'économie malgache, a déclaré le président Andradjoelem. Le président a également déclaré que les vols intérieurs effectués par Madagascar Airlines seront renforcés et coordonnés avec les vols en provenance de Dubaï pour faciliter le tourisme à Madagascar. Judikael Ranjanirin, Andra Zanjaibe et Eras Luformanan pour plus de détails. Un Boeing 777-300ER, le vol EK707 avec 360 passagers à son bord, a été le premier à établir la liaison entre Madagascar et les Émirats arabes unis. À partir d'aujourd'hui, 4 vols par semaine relieront Dubaï et Ivatu. Le ciel de Madagascar est ouvert au développement. Échanges touristiques, commerciaux et urbanistiques, l'économie malgache bénéficiera de retombées positives considérables grâce à cette liaison. 4 fois par semaine, chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche, ce sera la fréquence des vols Emirates. Selon le vice-président de la compagnie Emirates, le directeur commercial de la plus grande compagnie aérienne du monde, Madagascar a été choisi parce que les étrangers sont très intéressés par ses ressources naturelles. Les Émirats arabes unis soutiennent pleinement la vision du gouvernement d'atteindre 1 million de touristes, a-t-il déclaré. Le pilote de ligne, un Malagasy, croit en cette évolution future. Madagascar attire des étrangers. L'ouverture des vols Emirates ne fera qu'attirer davantage de touristes. Un vol, fruit de la vision à long terme du président Andradjoelem. Ce premier vol a été concocté en seulement quelques mois après sa rencontre avec le président des Emirates à Dubaï en février 2024. Les touristes seront nombreux à venir à Madagascar et la prochaine étape est de renforcer les vols de Madagascar Airlines. Ils seront coordonnés avec ceux de la compagnie Emirates pour que les touristes puissent poursuivre leur voyage vers de nombreuses destinations comme Nosibé, Tolaniar dès leur arrivée à Ivatu. Toujours en économie, plus de 31 pays africains sont attendus à Madagascar le 19 septembre prochain. Ils participeront à l'Assemblée générale des membres de l'Africa 50, une occasion pour Madagascar de montrer sa potentialité économique et de présenter les secteurs d'investissement possibles. Les détails. L'Africa 50 est une banque qui soutient l'investissement des infrastructures en Afrique. En 6 ans, plus de 6,6 milliards de dollars ont été utilisés par cette banque en Afrique pour financer des projets. Pour le cas de Madagascar, la banque a financé 2 centrales électriques, dont celle de Vouloubé qui produira 120 MW, de même que la réfection de certaines routes. Elle a également financé des projets concernant l'eau, le transport et le TIC. C'est-à-dire des projets qui impactent directement la population et qui correspondent à la politique générale de l'État. L'Africa 50 est donc un partenaire technique et financier nécessaire au développement de Madagascar. L'Assemblée générale des membres de cette institution se tiendra à Antananarivo le 19 septembre prochain. 31 pays africains membres y participeront. Une occasion pour Madagascar de montrer ses potentialités économiques et de présenter les secteurs d'investissement possibles. Une session intitulée « Solutions de financement innovantes pour la transition énergétique de l'Afrique » se tiendra. Il y aura également une table ronde sur le rôle du gaz naturel dans la transition énergétique, y compris les combustibles de cuisson propre.
Garantir la stabilité de l'approvisionnement et de l'importation des produits de première nécessité figure parmi les tâches prioritaires du ministère de l'Industrialisation et du Commerce. Le ministre David Ralam-Fring a mis comme priorité la protection des consommateurs et la coordination et l'approvisionnement en PPN sur les marchés afin de se préparer à la période de soudure pour qu'il n'y ait pas de pénurie. De ce fait, une rencontre a eu lieu entre le ministre et les opérateurs importateurs, accompagnés de la direction régionale du commerce d'Atsnanen en fin de semaine. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la première visite du ministre dans cette région. Il a profité de l'occasion pour constater l'avancement du projet ODOF et pour visiter des coopératives et des entreprises privées locales. Natera Koutmav. Le ministère de l'Industrialisation et du Commerce se doit de garantir la stabilité de l'approvisionnement et de l'importation des produits, surtout les produits de première nécessité. Leur approvisionnement sur le marché doit rester fluide afin d'éviter les pénuries et veiller aux besoins des consommateurs. Ce sont parmi les tâches prioritaires que doit assurer le ministre David Ralam-Fring, raison de sa première visite dans la région Atsnanen après sa prise de fonction. Le ministre a, entre autres, rencontré les responsables locaux avec les opérateurs importateurs et la direction régionale de l'industrie et du commerce à Tuamassen en fin de semaine afin de faire l'état des lieux de l'approvisionnement des marchés et l'importation des produits pour se préparer à la période de soudure. Toujours à Tuamassen, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a également visité la société SMMC, au sein du port. Il a aussi visité d'autres entreprises privées comme LMOI, Trimeta, CTHT et Sopral. Par ailleurs, le ministre a examiné les problèmes de l'usine sucrière et a regardé de près les opérations de l'entreprise ODOF à Brickaville, jeudi 29 août. Une attention particulière sera accordée à la possibilité d'accélérer la mise en place de la sucrerie de Brickaville, car la matière première pour produire le sucre de bonne qualité localement est suffisante selon les explications. Il y a donc eu une discussion entre les responsables locaux et la délégation du ministère, ainsi que le directeur général de la société Sirama. Lors de sa visite à Brickaville, le ministre a également visité la plantation de canne à sucre au centre de quarantaine de Ranmafan. Durant cette visite dans la région Atsnanen, le ministre est passé à Bricka Chips, l'entreprise locale qui a vu le jour grâce au projet ODOF. Elle produit 8000 paquets de chips de 100 grammes chaque semaine. Toujours dans la région d'Atsnanen, mais à Vatmanch, le ministre a aussi visité l'entreprise MEX, produisant de la glace alimentaire pour le stockage des aliments. Cette entreprise a été inaugurée en juillet dernier, toujours grâce au projet ODOF. Elle a déjà effectué les tests techniques et produit jusqu'à 3 tonnes de glace par jour. La visite de 3 jours du ministre de l'Industrialisation et du Commerce dans l'Atsnanen s'est achevée par une visite à la plantation de canne à sucre d'Ilak à Atsnanen, où il a pu s'entretenir directement avec les producteurs locaux. Dans les actualités également, le niveau de l'eau alimentant le central hydroélectrique d'Andekalek est de nouveau en baisse. Ainsi, la Jirama annonce le délestage tournant dans le réseau interconnecté d'Antananarivo. Cela a commencé hier, touchant plusieurs quartiers de la capitale. La centrale hydroélectrique d'Andekalek assure la majorité de l'approvisionnement en électricité du RIA. Andiniana Martina sur les images de Braz de Nilsson. La centrale hydroélectrique d'Andekalek fournit un tiers de l'électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo. Si elle produit jusqu'à 120 MW d'électricité par jour, désormais, à cause de la période d'étiage, elle ne produit que 75 MW. C'est aussi la raison pour laquelle la Jirama va devoir à nouveau provoquer le délestage, selon le communiqué publié hier. Un certain nombre de quartiers en ont déjà vécu cela depuis hier, notamment en Bumangakeli. La coupure a duré environ 1h30 selon nos sources. Le communiqué de la Jirama a tenu à rassurer les usagers que la durée de la coupure sera réduite autant que possible. Pour rappel, la Jirama a déjà créé des pluies artificielles le 23 août dernier, ce qui a permis de faire monter le niveau de l'eau à Andekalek, une opération qui a été un succès, mais maintenant, le problème revient de nouveau. La Jirama n'a pas encore clairement défini dans son communiqué l'horaire du délestage tournant.
et une personne parmi les 30 passagers qui étaient à bord du navire Yarn est toujours recherchée actuellement. Les 29 autres ont été secourus et 15 d'entre eux sont soignés à l'hôpital Mbouanat, Fort-Dauphin. Indiana Martina. C'est à l'hôpital d'Mbouanat ou Tolanar que sont soignées les 15 personnes blessées à la suite de la catastrophe maritime survenue hier. Ils étaient 30 à bord du Yarn, 20 d'entre eux étaient des passagers, tandis que 10 autres étaient des membres d'équipage. Dimanche, vers 21h, le bateau a commencé à rencontrer des problèmes techniques, selon une mère de famille passagère à bord. Lundi, à 1h du matin, le navire Yarn a fini par couler alors qu'il faisait escale au port, l'ancien port d'Ampari, Fort-Dauphin. Ce furent 8 heures d'anxiété et de peur pour cette mère de famille dans ce bateau. Alertés, les responsables gouvernementaux de Tolanar, les élus et la population se sont donné la main pour secourir les passagers. Tout le matériel a été déployé, même l'hélicoptère. Le mauvais temps à Tolanar a rendu le sauvetage difficile, mais l'entraide a permis de sauver 29 passagers et équipages. En revanche, un passager est toujours porté disparu jusqu'à présent. À Antirabé, les enseignants des écoles primaires et secondaires publiques et privées de la ZAP d'Ambatoumène à Antirabé 2 ont reçu cette semaine une formation gratuite de la part d'une association. Par ailleurs, l'association, en collaboration avec la commune, a également distribué des jugements supplétifs d'actes de naissance pour les enfants qui n'ont pas de copie pour qu'ils puissent s'inscrire à l'école. Jameson Rajanarman de Viva Antirabé. Une association à but non lucratif contribue à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans la ZAP d'Ambatoumène, district d'Antirabé 2. Les enseignants des écoles primaires et secondaires ont reçu une formation afin d'améliorer la qualité de l'éducation. D'après une enquête réalisée par cette association, l'un des obstacles qui empêchent les enfants d'aller à l'école est le fait de ne pas avoir d'acte de naissance. Environ 500 enfants dans la municipalité ont donc reçu leur jugement d'acte supplétif d'acte de naissance grâce à la collaboration de l'association avec la commune. Cette association a pour objectif de construire de nouvelles écoles tout équipées chaque année. Cela pour améliorer la qualité de l'éducation et surtout pour maintenir les enfants à l'école. Côté sport, la Ligue Analamanque a obtenu 23 médailles lors du championnat d'athlétisme senior, durant lequel Souja Valabé a été sacré champion en 10 000 mètres. Raymond Patrice, quant à lui, a été sacré meilleur athlète. Narsoura Zakasan et Adz Andjianouni. Le championnat d'athlétisme senior s'est terminé dimanche dernier. La course de 10 000 mètres a été le plus attendu par les spectateurs. Au final, Souza Valabé qui a mené la course a été sacré champion, lui qui a toujours rêvé de ce grand jour et a une grande ambition dans ce domaine. On peut dire que les performances des athlètes malgaches dans les 10 000 mètres sont bonnes. Pourtant, Madagascar n'y est pas encore représenté par les compétitions internationales, se plaint le président de la Fédération de l'athlétisme. Par ailleurs, la Ligue Antsinan est sacrée championne en 100 mètres et relais 100 mètres, un titre qui leur a échappé depuis plusieurs années selon eux. La Ligue Analamanque a remporté le plus de médailles, dont 23 or, 21 argent et 15 bronze. Elle est suivie par la Ligue Antsinan avec 5 or, 7 argent et 6 de bronze. À la 3e place, la Ligue de Bungulav, 3 or, 1 argent et 2 bronzes. Dans les actualités internationales en Ukraine, les élèves retournent à l'école malgré le danger permanent de la guerre avec la Russie. France 24. Un moment de joie pour oublier la guerre. Habits traditionnels ukrainiens sur le dos et ballons bleus et jaunes à la main, les élèves défilent ensemble dans la cour de leur école. Lundi, ils reprennent les cours à la satisfaction de leurs parents. Nous sommes optimistes quand on regarde l'avenir. Nous sommes heureux que les enfants puissent assister à la fête d'aujourd'hui comme c'était le cas avant la guerre. C'est très excitant et joyeux. Mais la guerre n'est jamais loin à Zaporijia, à quelques dizaines de kilomètres du front. À cause des combats, 300 des 800 élèves de l'établissement ont fui la ville avec leurs familles. Seuls les élèves les plus jeunes et les plus âgés peuvent fêter la nouvelle année scolaire, la faute à des restrictions sur les rassemblements.
Cette année encore, l'enseignement se fera sur un mode dégradé. À l'exception des plus petits, tous les niveaux alterneront entre cours en ligne une semaine et cours sur place la semaine suivante. Un moyen de ne pas surcharger l'abri souterrain pendant les sirènes d'alerte quasi quotidiennes dans la ville. Nous avons tout préparé pour la nouvelle année scolaire. Nous avons équipé l'abri afin que les enfants disposent d'un espace sûr, car nous y continuerons les leçons pendant les alertes. Je pense donc que tout devrait bien se passer. La guerre a eu de lourdes conséquences sur l'éducation des jeunes Ukrainiens. En mars dernier, les Nations Unies estimaient à 3500 le nombre d'établissements scolaires endommagés par l'envahisseur russe. Plus de 350 d'entre eux ont été complètement détruits. Les rentrées scolaires pour une grande partie des enfants congolais, malgré l'appel à la grève lancé par les syndicats des enseignants qui réclament une augmentation de salaire. Dans l'est du pays, l'heure est encore au dernier préparatif de rentrée scolaire. France 24. $4. Au marché Virunga de Goma, les prix se négocient. En cette veille de rentrée scolaire, ce père de 3 enfants doit acheter sacs, cahiers et stylos. Mais avec un taux de change qui a grimpé, les prix des fournitures sont élevés et le budget serré. Il me faut encore des sacs pour les enfants que je n'ai pas encore achetés. Je ne sais pas si demain j'aurai quel miracle pour avoir ça. Bon, avec le salaire qui ne va pas vraiment supporter tous les coûts de la rentrée scolaire. C'est pourquoi vraiment les préparatifs sont difficiles pour nous. À quelques kilomètres de là, dans le camp de déplacés de Mounigui, on est loin de l'effervescence des préparatifs de rentrée. Si certains enfants ont pu être inscrits à l'école, la majorité d'entre eux sera cette année encore privée d'éducation. Cela fait 2 ans que 7 n'étudient plus. J'ai besoin d'étudier. Si je trouve quelqu'un qui peut prendre en charge ma scolarité, je peux étudier. En attendant, l'adolescent vend du crédit téléphonique pour gagner un peu d'argent. Dans ce camp, ces familles ne demandent qu'une chose, que la paix revienne dans leur village pour qu'elles puissent retrouver une vie normale. Certains de mes enfants sont devenus des rebelles car ils n'étudient pas. Maintenant, ce que nous demandons, c'est de nous aider à finir la guerre pour qu'on rentre chez nous, ou bien trouver de la place pour qu'ils étudient. Cela fait 3 ans que le M23 a repris les armes et conquis de vastes pans de territoire de la province du Nord Kivu. Pour la société civile, il faut ouvrir des écoles dans les camps pour que les enfants puissent continuer à apprendre. Nous invitons notamment le gouvernement à créer des écoles transitoires au sein desquelles les enfants déplacés peuvent être scolarisés sans pouvoir payer des frais scolaires. Parce qu'on sait notamment qu'ils n'ont pas d'école, qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants pour les encadrer et qu'ils n'ont pas d'argent pour pouvoir payer les frais de scolarité. Près de 3 millions de personnes ont fui les violences des affrontements dans la province du Nord Kivu. Toutes vivent dans des camps, dans des conditions inhumaines. Et pour terminer, en Côte d'Ivoire, 29 Ouest-Africains ont vu leur avoir gelé suite à des inculpations liées au terrorisme. Le pays cherche à contenir la menace djihadiste présente chez ses voisins maliens et burkinabés, notamment au nord de son territoire. France 24. Le 22 août dernier, le ministère des Finances a signé un arrêté annonçant le gel des avoirs de 29 ressortissants d'Afrique de l'Ouest, et ce pour une durée de 6 mois renouvelable. Ils sont tous inculpés pour avoir participé, organisé ou encore financé des actes terroristes. La moitié d'entre eux sont des Burkinabés. En ce qui concerne l'autre moitié, 7 sont ivoiriens, 5 sont maliens. Il y a également un Gambien et un Mauritanien. La grande majorité de ces 29 hommes résident ici en Côte d'Ivoire. Parmi eux, Adou Guindo, un commerçant très influent au sein de la communauté malienne, ou encore Sidat Mouktar Fall, alias Daddy Fall, un ex-militaire gambien, président de l'association caritative Africa Rise Again Foundation. Alors il faut dire que si les violences djihadistes sont de plus en plus meurtrières au Mali et au Burkina Faso voisin, qui vient d'ailleurs de vivre l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire la semaine dernière, eh bien la menace semble plutôt
contenu en Côte d'Ivoire après l'attentat de Grand Bassam en 2016. C'était en 2020 et en 2021 les dernières attaques djihadistes qui avaient endeuillé à l'époque le nord du pays. Pour autant, il faut dire qu'il faut également rappeler qu'il y a plusieurs semaines, les forces de sécurité avaient interpellé un groupe d'une dizaine de terroristes présumés qui avaient, dans le nord du pays, qui avaient ensuite été amenés, transférés à Abidjan à la mi-juillet. Et c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après l'émission Nizuku présentée par Senran Irland et pour thème expertise foncière. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et excellente soirée sur Viva.